Et la première question nous vient du Mali, d'un consultant RSE, Monsieur Michel Essan. Et la question est la suivante. Quels sont les critères qui entrent dans l'évaluation responsable d'un fournisseur de prestations intellectuelles? Alors, et en effet, les fournisseurs de prestations, c'est ce qu'on appelle donc les achats de services et c'est toujours un petit peu compliqué. Là, l'idée, ça va être de vous… Alors, il y a deux choses à prendre en compte. Vous pouvez vous assurer si, par exemple, du niveau de l'impact carbone, disons, de la prestation. Donc, si le consultant est amené à beaucoup bouger, vous pouvez vous assurer du mode de transport qu'il va prendre. Vous pouvez vous assurer, par exemple, du fait que peut se déplacer en avion et qui va favoriser, par exemple, les téléconférences. Donc, des impacts qui ont un petit peu carbone de la prestation. Ça peut être aussi justement l'utilisation des outils. Est-ce qu'on va choisir des ordinateurs qui sont labellisés TCO avec du coup une consommation environnementale moindre. Donc un petit peu tous ces outils, le transport en général. Mais ce qui va surtout être intéressant, ça va être de s'assurer que les consultants qui vont du coup faire cette prestation intellectuelle sont formés en fait aux enjeux qui peuvent arriver dans leur travail. Donc ce qu'on appelle le QVT, la qualité du travail. Vous pouvez demander à vous assurer qu'il y ait bien un droit à la déconnexion, par exemple, parce qu'on sait que dans les prestations intellectuelles, il y a souvent des charges de travail relativement fortes. Donc vous, en tant que fournisseur, en tant qu'acheteur responsable, vous voulez vous assurer que il n'y a pas une charge de travail trop forte pour les consultants. Vous pouvez aussi vous assurer que les consultants aient un minimum de X heures de formation dans l'année pour vous assurer qu'ils s'améliorent et que c'est aussi un travail intéressant pour eux. Vous pouvez aussi vous intéresser aux horaires de travail de ces consultants, etc. Donc là, on est vraiment plus dans un petit peu le bien-être des consultants, surtout la qualité de vie au travail et les heures de travail. Merci beaucoup, Madame Colas. Donc, Monsieur Michel Essan a un certain nombre de questions, mais je vais d'abord privilégier les questions des autres participants. Il y a une question, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport à la formation. Il y a une question de Florian sur la formation. Sa question est: quels sont les outils référentiels d'audit de filière et comment se former? Alors, les audits de filière, en fait, il en existe beaucoup et c'est vrai. C'est souvent des initiatives d'industrie qui vont créer ces audits un petit peu de filière. Je vous ai mis par exemple RWS, qui est donc un audit de filière pour la laine. Il y a la même chose sur la plume, pour le canard. Il y en a maintenant sur le cachemire. Je suis un peu plus textile, c'est pour ça que je parle de ces sujets-là. Mais donc, en fait, les outils de référencement, un peu d'audit, je veux dire, c'est des audits qui ont été créés par des marques et qui sont allés chercher des spécialistes sur les enjeux qu'ils avaient identifiés. Donc, il y avait le bien-être animal, donc il y a des vétérinaires qui ont travaillé dessus, mais il y avait aussi les impacts sociaux des fermes en fait et des familles qui étaient dedans, donc qui se sont basés sur déjà les référentiels sociaux qui existaient et évidemment ils les ont adaptés au contexte de fermes familiales et les impacts environnementaux qui peuvent être liés par exemple au Cachemire, il y a tout un pan sur la désertification, etc. Donc en fait, pour rechercher un petit peu les audits spécifiques, les outils de certification un peu de filière, il faut que vous regardiez vraiment dans les catégories d'achat qui vous intéressent, s'il existe déjà des filières certifiées, tout simplement, pour voir les audits du coup qu'il faut mettre en place. Et je dirais que les formations à ces audits, il s'agit de prendre contact avec du coup les organismes qui ont créé ces audits. Merci. S'il vous plaît, oui, les micros, merci bien. Merci, Madame Colas. Donc, il y a une autre question qui nous vient de Chloé Théron,
quelles sont les sources d'informations utilisées pour obtenir les risques pays et secteurs? Alors, sur les risques pays, on a agrégé plusieurs indices en fait qui ressortent tous les 2-3 ans et ça peut être, il faudrait que je vous envoie une liste, mais c'est des rapports d'ONG, des rapports d'organisations gouvernementales sur des sujets très particuliers. Ça peut être aussi des rapports type Oxfam, etc., sur les salaires moyens, sur les niveaux de vie, sur le droit enfin, le fait que, par exemple, les pays aient ratifié ou non les conventions de l'OIT, etc. Et en fait, on suit un petit peu ces rapports qui listent et qui ont créé des index et qui ont listé un petit peu les pays. Et on s'est fait du coup une base de données comme ça. Donc, pour identifier les risques pays, en fait, on va chercher vraiment des rapports qui sont reconnus, c'est le plus important, évidemment. Et on regarde tous les 2-3 ans, lorsque les rapports sont remis à niveau, comment est-ce que le pays est noté. Et en agrégeant un petit peu tous ces différents critères, ça nous donne une note globale. Après, évidemment, on ne s'intéresse pas à une note globale puisque il pourrait y avoir de la déperdition d'informations. On regarde vraiment les critères spécifiques par pays. D'accord. Merci. Monsieur Michel Essan a plusieurs questions. Merci pour toutes vos questions. Je suis obligée d'en sélectionner quelques-unes. Alors, il y a celle-là qui me paraît assez pertinente. C'est sur le label Lucie par rapport aux entreprises africaines. En fait, Monsieur Essan a une préoccupation en termes de contextualisation de ce label. Alors, malheureusement, je vous avoue que le label Lucie, je vais pas pouvoir beaucoup vous en parler. J'ai assez peu. Ah. Alors, par contre, j'ai une consultante qui va peut-être pouvoir vous aider. Est-ce que vous pouvez juste répéter la question, s'il vous plaît? Oui, en fait, c'est pas vraiment une question. En fait, il a parlé de sa préoccupation en termes de contextualisation de ce label, le label Lucie, par rapport aux entreprises africaines. Il estime que c'est un label qui est plus adapté au contexte européen qu'au contexte africain. Bonjour, je suis Fanny Bénard, je suis l'associée du cabinet Bayorway. Alors, le label Lucie est en effet un label qui est quand même à la base français, même s'il est sur la base de l'ISO 26000. Donc, ça peut donner l'impression que ce label est plus adapté et puis le fait que le siège soit basé en France peut donner l'impression que le label soit plus adapté au contexte européen qu'au contexte africain. Ça reste quand même un label basé sur l'ISO 26000. Donc cette norme internationale pour la mise en place d'une responsabilité sociétale des organisations et des entreprises, et son contenu reste quand même très international et applicable quelle que soit la zone géographique. Donc oui, le label Lucie est un label français porté par des équipes en France. Après, le contenu du label est vraiment intéressant, notamment pour des entreprises qui commencent leur démarche de responsabilité sociétale, parce qu'on reprend pas à pas les différentes questions centrales, les principes d'action, et il est relativement pédagogique. Et tous les outils, notamment les outils numériques qui permettent d'accompagner à la mise en œuvre du label, sont quand même plutôt bien faits et plutôt robustes pour des entreprises petite, moyenne taille qui commencent leur démarche RSE. Merci infiniment pour cette contribution. Alors là, il y a une contribution aussi qui me paraît intéressante. Il s'agit du risque de corruption. Donc, nous avons Sylvie Tonnerre qui nous dit que pour ce risque-là, elle recommande de voir Corruption Perception, l'index de Transparency International. Donc là, c'était beaucoup plus une contribution, je dirais. Donc, nous avons aussi une question. Je regardais le temps qui nous reste. Oui, nous avons encore quelques minutes. Il y a une question de Monsieur Ouattara qui est: quel est le lien entre achat responsable et achat public durable, vu que les entreprises qui pratiquent la RSE en Afrique
sont pour la plupart des multinationales? Alors, le lien entre achat responsable et achat public durable, il se fait évidemment puisque pour nous, les achats publics devraient avoir un peu cette exemplarité et donc être un peu les fers de lance de ce qu'on considère être un achat responsable. Après, c'est sûr qu'en fonction des réglementations du code de la commande publique, etc., qui est très certainement différent en Afrique, c'est plus ou moins compliqué de faire des achats responsables, mais il existe de plus en plus d'outils juridiques qui permettent justement aux acheteurs publics de mettre en place ces bonnes pratiques et d'aller favoriser l'achat de produits responsables, d'aller favoriser des fournisseurs qui vont avoir des démarches responsables par rapport aux achats. Le fait maintenant que ce soit surtout des multinationales, que les fournisseurs en Afrique, est-ce que vous pouvez me redire juste le point? Carole? Excusez-moi. Donc, je disais que la préoccupation, c'était par rapport à l'achat public. Okay, mais Et le point sur les multinationales. Et parce qu'il disait qu'en fait, ce sont essentiellement les multinationales en Afrique qui ont une démarche RSE. D'accord. Bah, effectivement, le fait de travailler après, enfin, le fait d'aller travailler avec des multinationales, si c'est pas un, comment dire, c'est pas un souci en particulier, puisque effectivement elles vont avoir des démarches RSE. Là, je pense que le point, c'est plutôt de dire qu'on voudrait, en tant qu'achat responsable, faire travailler des fournisseurs plutôt locaux, je présume. Et donc là, tout l'enjeu des achats publics en Afrique pour aider les fournisseurs locaux à s'améliorer, c'est au lieu d'aller sélectionner sur une performance RSE déjà bonne, ce serait de mettre par exemple des clauses de plan de progrès dans les contrats en s'assurant que du coup des fournisseurs qui ne sont donc pas des multinationales, mais plutôt des fournisseurs africains, s'améliorent pendant la durée du contrat sur leur performance environnementale ou sociale. D'accord. Merci. Ça me permet de rebondir toujours sur la question suivante de Monsieur Ouattara. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, la question de Monsieur Ouattara qui dit comment pourrait-on motiver les PME à aller vers les achats responsables? Donc là, on n'est plus dans le public. En Oui, fait, là les PME, maintenant, ouais. oui. En fait, un achat responsable, ça n'a pas forcément un impact économique fort sur les PME. Ça peut avoir même, enfin, un mauvais impact, je veux dire. C'est plutôt même sur le long terme quelque chose qui va être bénéfique pour les PME, puisqu'on voit d'une part que de plus en plus d'acheteurs, que ce soit des clients finaux ou des clients en B2B, s'intéressent à ces sujets. Donc, le fait d'aller dès maintenant sur des démarches d'achat responsable, RSE, c'est quelque chose qui sera très valorisable et en fait, ça leur permet de prendre une avance concurrentielle. C'est ce qu'on a vu dans plusieurs pays, notamment en Asie ou au Bangladesh, où il y a certains fournisseurs qui nous disaient nous, avant, le social, c'était vraiment un avantage concurrentiel, mais maintenant, c'est devenu la norme et le minimum pour travailler avec avec à minima les acheteurs européens. Et du coup, l'environnement, c'est quelque chose auquel on s'intéresse énormément actuellement, puisque si pour l'instant, nous, c'est un avantage concurrentiel, de toute façon, à un moment, ça sera un minimum. Et en fait, de travailler, comment motiver les PME, il y a, outre le fait de leur dire que c'est un avantage concurrentiel et de leur montrer dans les achats que oui, vous allez réussir et vous allez avoir la volonté de travailler avec eux si elles mettent en place une démarche achat responsable, il y a aussi le fait de leur montrer que ce n'est pas forcément coûteux. Vous n'avez pas forcément besoin d'être certifié Lucie pour avoir une démarche RSE basée sur l'ISO 26000. Et c'est là que vous, en tant qu'acheteur responsable, c'est important lorsque vous allez évaluer les fournisseurs de ne pas vous arrêter simplement à la certification, mais de bien discuter avec les fournisseurs
notamment les PME, pour vous assurer que ils ont une démarche mise en place et que peut-être ils ne l'ont juste pas fait de certifier parce qu'effectivement, c'est un peu coûteux. D'accord, merci. Il nous reste une petite minute, ce qui me permet d'aborder, vous avez répondu déjà partiellement, mais ça me permet d'aborder une question de M. Malik Mboup, qui est doctorant à l'Université Sorbonne et consultant aussi. Et il a trois questions, mais je vais retenir la dernière, qui est quels sont les avantages pour les producteurs en termes de rémunération et d'amélioration de leurs conditions de travail? Alors là, quand on est sur les producteurs, on est vraiment au tout début de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit à la ferme, donc producteur de laine, ou que ce soit plutôt agroalimentaire. Il y a un avantage très fort justement lorsqu'on va aller créer une filière, et M. Diawara en parlera mieux que moi. Lorsque vous allez essayer de créer une filière, justement, la plupart des enjeux des filières, c'est d'aller voir ces producteurs qui sont en bout de chaîne et qui ont effectivement souvent des très petits salaires qui sont un peu mis à mal par les coopératives, etc. Et en fait, en créant une filière, vous allez vous intéresser particulièrement à leur statut. Vous allez demander une rémunération, ou en tout cas essayer de mettre en place une rémunération juste, qui sera souvent au-dessus du salaire minimum, puisqu'on va plutôt aller chercher du salaire, un salaire qui va leur permettre de vivre décemment. Et puis, il va aussi y avoir un impact social intéressant, puisque comme l'exemple que je donnais tout à l'heure sur les producteurs de coton qui sont souvent malades à cause des pesticides, lorsque vous allez essayer de créer une filière, si par exemple c'est une filière bio ou ce genre de choses-là, vous allez justement faire en sorte qu'ils soient soit moins exposés à des pesticides, ou alors qu'ils soient dans de meilleures conditions et donc qu'ils aient, je sais pas, des protections, ou alors qu'ils aient des produits chimiques qui soient moins impactants. Et puis, vous allez aussi avoir tout simplement un impact sur la qualité de vie, parce que lorsque vous allez essayer de créer une filière, vous allez souvent essayer de les mettre en coopérative, etc. Et donc d'augmenter un moment le salaire, d'augmenter la productivité et donc de diminuer les heures de travail, en tout cas les heures de travail dans de mauvaises conditions. Mais c'est un travail, effectivement, c'est un travail qui prend du temps. Merci bien. La boîte à dialogue est très dynamique. Il y a beaucoup de questions. Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions étant donné le temps qui nous est imparti. Nous vous invitons à envoyer vos questions directement aux intervenants, et nous espérons qu'ils pourront y répondre.